Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Normalement, nous sommes en direct. On va démarrer dans quelques instants. Donc déjà pour vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau webinaire Grands Espaces. Aujourd'hui avec une thématique un peu plus rare, qu'on traite plus rarement dans ces rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler des îles Galapagos. Et aujourd'hui, pour parler de cette destination, nous avons Alain Desbrosses avec nous, que vous avez déjà peut-être connu à bord de l'un de nos voyages, ou sinon c'est l'un de nos guides historiques, et qui a une très très bonne connaissance des Galapagos, puisqu'il accompagne la plupart de nos voyages aux îles Galapagos. Et donc c'est lui aujourd'hui qui va vous parler de cette destination, parler de ces voyages qu'on organise dans cette région. Sur l'organisation, un petit peu comme d'habitude pour celles et ceux qui sont déjà habitués. Donc, je vous invite à poser vos questions et participer sur le chat qui se trouve à droite de votre écran. On répondra au fur et à mesure aux questions. Je répondrai directement dans le chat pour certaines questions et puis pour d'autres, on les mettra de côté et puis on fera intervenir Alain sur les questions que vous pourrez avoir. Pour un petit rappel aussi, sachez qu'à la fin de cette webconférence, vous recevrez un lien pour pouvoir la regarder en replay si vous le souhaitez. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence, très bon webinaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alain, je te laisse la parole. Merci Mathieu, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de l'archipel des Galapagos. Les Galapagos, en espagnol, ça désigne les tortues géantes qu'on a trouvées quand l'archevêque du Pérou a découvert les îles tout à fait par hasard. C'était à l'origine des îles qui n'étaient pas comme d'autres îles du Pacifique peuplées par euh, des, des gens, des ethnies premières. Il n'y avait personne dans cet archipel. Et, que des animaux complètement extraordinaires, enfin dignes des enfers hein, pour un archevêque de cette époque-là. Donc il y avait des espèces de dragons en tout genre sur des îles qui ne sont pas des îles orientes aux cocotiers, hein, c'est plutôt des îles volcaniques, entièrement volcaniques, couvertes d'un espèce de maquis avec beaucoup d'essences épineuses, des pommiers, mais dont les pommes ne sont consommables que par les fameuses tortues. Voilà, donc, et puis pas ou très peu d'eau liquide. Donc, pour les gens qui risquaient de faire naufrage sur ces îles, hein, c'était pas le paradis sur Terre, c'était plutôt l'enfer. Depuis, si vous voulez, c'était redécouvert, entre guillemets, par le célèbre Charles Darwin, hein, qui est passé avec le périple qu'il a fait avec le navire Beagle en 1835. Et puis, avec toutes les escales qu'il a faites autour du monde, cet archipel en particulier, donc, est en grande partie à l'origine de la célébrissime théorie, enfin qui n'est plus une théorie aujourd'hui, hein, de l'évolution des espèces en particulier, donc avec les différentes espèces différentes de tortues, de moqueurs, qui est un oiseau de la taille du merle, qu'il avait identifié comme différent sur chacune des îles, et puis les fameux pinsons de Darwin. En réalité, c'est pas lui, il en a collecté un certain nombre, mais sans noter les différentes îles sur lesquelles il les avait notées. Puis c'est un autre ornithologue, Gould, hein, qui a réétudié ses collections par la suite et puis qui s'est dit que tout ça était parti d'une seule espèce et puis s'était diversifié progressivement sur les différentes îles hein, qui sont à peu près une quinzaine d'îles principales situées à 1000 km, hein, 960 très exactement, de la côte de l'Équateur. Ça a failli être politiquement appartenir au Pérou, dans l'histoire de ce continent, c'est l'Équateur qui a récupéré cet archipel. La France, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, la France et les États-Unis, après l'ouverture du canal de Suez, avaient fait des propositions d'achat à l'Équateur qui les a refusées pour exploiter ce qu'ils imaginaient être des réserves de guano comme il y a plus loin sur les côtes du Chili. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intérêt de ce voyage, hein, c'est qu'on est 10 jours plein, 11 jours même sur les îles dans l'archipel. Donc, ça permet de visiter une bonne dizaine d'îles.
Le principe global, on est sur un petit bateau de 16 passagers de type catamaran, donc qui est un bateau relativement stable pour les gens qui sont sensibles au mal de mer. C'est pas des mers très agitées, hein, on est exactement sous l'équateur, qui passe du côté de vous voyez, la grande île Isabella, là, qui ressemble à un hippocampe. Il y a un glacier, pardon, un volcan qui s'appelle Équateur, au nord de l'île, vers la tête de l'hippocampe, et c'est là que passe également la ligne mythique de l'équateur, hein, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. On le voit là, un des volcans. Il y en a plusieurs sur cette grande île. Bon, pourquoi cet archipel, du point de vue géologique, ben, c'est comme à d'autres endroits de la planète. Hein. Je pense aux Açores, par exemple. C'est une zone de rencontre de plusieurs plaques. Hein. Il y a 3 plaques différentes qui font des mouvements de l'écorce de la croûte océanique et qui donc font remonter des quantités astronomiques de magma basaltique. C'est combiné également, comme en Islande, avec ce qu'on appelle un point chaud, donc un endroit où en permanence donc il y a des remontées très très profondes du manteau de la Terre qui font que c'est une zone de volcanisme actif. Et donc ce volcanisme, il s'est déplacé de l'Est, hein, les îles que vous voyez à l'Est, vers les îles. Il est actif aujourd'hui vers les îles de l'Ouest, en particulier Fernandina, qui a connu les plus les plus récents épanchements de lave, parce qu'on est vraiment sur la zone de fracture active, au-dessus des grands fonds là, du Pacifique, à 3000 mètres, avec des remontées d'eau froide qui expliquent, c'est aussi la complexité des courants dans cette zone-là, qui explique que la richesse en faune, en particulier les eaux froides, donc qui sont riches en poissons et donc qui vont nourrir toute la chaîne alimentaire, les mammifères marins, euh, les oiseaux, tous ces animaux-là, enfin les oiseaux marins, et puis à l'intérieur des îles, donc toutes les espèces qui sont adaptées, hein, qui sont arrivées là par le hasard des tempêtes depuis le continent sud-américain et qui sont progressivement diversifiées sur ces îles à partir d'un petit groupe d'oiseaux. Je pense en particulier aux pinsons de Darwin, dont on pense que les 13 espèces se sont multipliées comme ça dans les 2 derniers millions d'années à partir d'un oiseau qui existe encore en Amérique du Sud. Donc, il n'est plus l'oiseau d'origine, hein, qui a évolué lui aussi de son côté. On connaît voilà. Et donc Galapagos, hein, je vous l'ai dit précédemment, donc ça désigne les tortues. Il y avait donc des quantités astronomiques de grosses tortues terrestres, comme on en trouve par exemple sur d'autres îles, je pense aux Seychelles en particulier. Donc ce sont des animaux qui sont arrivés là probablement sur des radeaux qui ont été arrachés lors d'épisodes de crues des grands fleuves qui irriguent le pourtour du Pacifique, enfin en venant d'Amérique du Sud, dans la région de Guayaquil en particulier. Et donc, ils se sont retrouvés sur ces îles où s'était déjà développé un petit peu de végétation. Donc, elles ont exploité jusqu'au sommet des îles qui sont plus arrosées, donc plus verdoyantes, plus luxuriantes. Et puis, elles descendent plus bas sur les côtes pour pondre leurs œufs et qui puissent se développer dans des conditions de température adéquates. Alors, vous avez les tortues terrestres et aussi bien évidemment les tortues marines qui pondent sur les plages. Et puis après, donc, dans les autres originalités qui font vraiment le caractère unique des Galapagos, bon, on a les fameuses iguanes terrestres. Donc les iguanes, ce sont des animaux qui vivent dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Il y en a qui sont, comme les tortues, retrouvées sur un radeau un jour, puis les courants les ont conduits 1000 kilomètres plus loin sur les îles, puis sont arrivés sur des îles volcaniques avec plus ou moins de végétation, plutôt moins que plus. Donc ils se sont dit, bon, comment on va faire? Ils ont réfléchi un moment, comment on va faire? À marée basse, il y avait des tapis d'algues vertes
Donc, ils se sont bien broutés ça. Et puis, ils ont évolué le plus rapidement possible. Donc, ils sont devenus tout noirs plutôt que verts pour se confondre en végétation luxuriante des forêts tropicales. Ils sont devenus tout noirs pour capter les rayons du soleil, puisque ce sont des animaux à 10 à 100 froid. Et puis, ils ont transformé leurs dents pour qu'elles soient bien adaptées à la récolte des algues, enfin des tapis d'algues qui sont très, très fins sur les herbiers sous-marins. Ils ont développé des très grandes griffes pour s'agripper au fond de la mer, dans le ressac, dans les brisants sur la côte ouest avec les brisants du Pacifique, de la houle du Pacifique qui peuvent être absolument colossaux. Et puis, donc, en faisant des réserves de calories avec leur peau noire, ils peuvent descendre, ils ont 3 heures d'autonomie avant de tomber en hypothermie. Donc, au bout de 3 heures, mais ils remontent digérer au soleil avec leurs compatriotes. Ça fait des groupes énormes de dizaines, de centaines d'iguanes qui se chauffent au soleil. Bon, entre les deux, à la remontée, souvent, il y a des otaries qui viennent s'amuser, puisqu'il y a 2 espèces d'otaries, originaires l'une de Californie, donc des eaux chaudes, et puis une autre espèce qui est montée de l'Antarctique, qui est une otarie à fourrure, comme celle qu'on peut voir dans les voyages qu'on organise en Géorgie du Sud en particulier. Donc, ces otaries donc s'amusent. Bon, ce sont des animaux piscivores, mais que de temps en temps qui s'amusent. Hein, c'est très joueur. C'est un des animaux qu'on verra aussi pendant les nages avec masque et tuba 2 fois par jour. Donc, ils viennent tout près de nous. Hein. Les jeunes sont très curieux et c'est l'occasion de très belles observations. De même que donc il y a une espèce également d'oiseau qui a un manchot, un pingouin en anglais ou en espagnol, donc le manchot des Galapagos, qui lui aussi fait partie d'un groupe d'espèces de l'hémisphère sud des eaux froides et qui s'est retrouvé un jour aux Galapagos et qui s'est adapté à la vie dans ces eaux-là où il y a plein de poissons tropicaux. Hein. On est dans un véritable aquarium multicolore et puis de temps en temps, vous voyez passer une bande de manchots qui sont assez peu colorés, hein, qui sont noirs et blancs, mais qui chassent des bandes de petits poissons de Salem, une espèce de sardine. Alors pour en revenir à l'organisation du voyage, hein, je vous ai dit que c'est un voyage qui permet d'être 11 jours dans l'archipel, donc de visiter vraiment une dizaine d'îles. Et puis, donc le principe, c'est que donc, le matin, on part faire une visite guidée. On est avec un guide des Galapagos spécialisé et autorisé à conduire des groupes à l'intérieur des terres. Et puis, deuxième moitié de matinée, donc on part nager avec masque et tuba. Et puis l'après-midi, après la sieste obligatoire sous ces latitudes-là, parce qu'il fait quand même relativement chaud, on est à 30-35 degrés hein, en milieu de journée au soleil. Rafraîchi souvent par les alizés, donc c'est très bien. Et puis deuxième, dans l'après-midi, première activité, ça va être nage avec masque et tuba sur un autre site, et puis visite d'une nouvelle excursion terrestre. Voilà, donc, alors les conditions, moi, ce qui m'intéresse là-bas, hein, je suis naturaliste, donc c'est vraiment des conditions d'observation de la faune qui sont exceptionnelles, qui sont les mêmes qu'en Antarctique, avec des animaux qui n'ont pas peur de l'homme. Donc il faut s'écarter. Hein. Vous avez des fous à pieds bleus qui nichent à travers du chemin ou des fous de Nazca noir et blanc. C'est vous qui vous détournez quand ils ont choisi de s'installer au plein milieu du chemin avec leurs œufs et plus tard leurs jeunes. Donc ça, c'est pour un Européen où tous les animaux fuient l'homme à des centaines de mètres sous peine de mort imminente. Là-bas, c'est vraiment des conditions fabuleuses d'observation. Donc pour la photo, ça permet également d'avoir plein d'occasions pour les gens qui font de la photo animalière, d'occasions extraordinaires de photographie en gros plan, même si bon, la distance est comme en Antarctique, on n'a pas le droit d'approcher à moins de 2 mètres. Mais voilà, ça laisse des occasions fantastiques d'observation. Donc là, je vous ai parlé
de ces iguanes marins qui sont devenus tout noirs et puis qui vont se chauffer pendant des heures là, sur les bandes de lave elles-mêmes noires. Donc, ils captent un maximum de calories solaires avant de redescendre dans les eaux relativement froides du Pacifique. Alors, quand on y va, si vous voulez, il y a deux grandes périodes au niveau du climat dans les îles. Donc, la période de janvier à mars-avril, donc qui est réputée la saison la plus chaude avec des orages, des risques de pluie. Bon, tout ça peut être remis en question avec le phénomène El Niño, qui apparemment l'an prochain devrait être, enfin, est censé être exceptionnel l'an prochain. On ne sait pas, bon, ça reste aléatoire, hein, c'est de la prévision climatique et météorologique. Et puis il y a une deuxième période donc de brume et d'eau un peu plus froide le reste de l'année, donc d'avril à novembre, décembre. C'est les deux grandes saisons dans cette région du monde soumis donc aux alizés hein, qui soufflent à longueur d'année, mais un petit peu moins à la période donc, où il y a les brumes, ce qui était un problème hein, pour les premiers explorateurs. Je vous invite à lire les nouvelles écrites par l'auteur de Moby Dick, donc qui a visité les îles dans les années 1800 et qui fait une description assez intéressante de ces îles. C'est une bonne lecture préparatoire au voyage. Voilà. Donc à bord, ben, de l'organisation de croisière. On vit sur un bateau de 16 passagers. Donc ça fait 8 cabines. Donc deux ponts, un pont inférieur, un pont supérieur, un pont solarium tout en haut du bateau où on peut monter faire la sieste et observer ce qui se passe autour du bateau, voir des dauphins, des mammifères marins de temps en temps. Et puis les frégates qui viennent suivre le bateau, ça c'est un spectacle absolument fabuleux. Ces oiseaux immenses avec leurs jabots, là, quand elles sont en rut, les mâles sortent un espèce de gros jabot rouge pour attirer les femelles sur les sites de reproduction. Et c'est des oiseaux qui suivent très régulièrement les bateaux qui viennent se poser au sommet des antennes. C'est toujours un spectacle extraordinaire. Voilà la fameuse frégate magnifique, autoproclamée magnifique, avec son jabot fabuleux. Et puis, donc, oui, pour en revenir au bateau, donc il y a des cabines sur deux ponts. Et puis, au pont inférieur, la partie arrière du bateau, c'est aussi la partie bar, restaurant. Il y a un petit salon aussi qui permet bah, de faire des causeries, de présenter chaque jour le guide des Galapagos fait un récapitulatif de la journée et puis présente ce qu'on va faire le lendemain comme programme. Voilà, grosso modo, la vie à bord. Au niveau de la nourriture, bah, le principe, c'est buffet à midi, service à l'assiette le soir, avec bon, les cuisiniers cherchent à faire un certain nombre de spécialités locales. Je pense en particulier au ceviche mode Équateur, puisque à l'origine, c'est une spécialité péruvienne avec du poisson cru mariné. C'est excellent. Voilà. Et puis, bon, il y a force salade, crudité. Donc, voilà, pour les amateurs de verdure, il y a des choses tout à fait intéressantes là, au niveau des salades. Et puis sinon, bah, c'est le principe. Il y a systématiquement viande, poisson proposé à chaque repas. Donc c'est d'une variété assez extraordinaire au niveau de la nourriture. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans les grandes lignes des intérêts principaux de ce voyage. Donc, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre, sont les bienvenus. Alors, merci Alain. En effet, il y a quelques questions. Alors, déjà, la première question, parce qu'il y a la dernière qui vient de tomber, qui est de savoir si est-ce que tu guides dans ces régions-là?
Oui, donc ça fait une dizaine d'années, là, je n'ai pas compté exactement avant de faire ce webinaire, mais ça fait une bonne dizaine d'années où j'accompagne ce voyage au printemps. Pour moi, en tant que naturaliste, c'est vraiment une destination, un des hauts lieux de la planète au niveau de la faune et de la flore. Bon, la flore, j'en ai moins parlé. Hein, il y a beaucoup de plantes, bah, comme les animaux qu'on dit endémiques, hein, qu'on ne trouve que là sur la planète, en particulier des figuiers de Barbarie qui ont évolué différemment sur certaines îles en fonction de la présence ou non de tortues et puis d'iguanes. Je vous ai parlé des iguanes marins, il y a aussi des iguanes terrestres, donc qui sont consommateurs de raquettes de figuiers de Barbarie. Donc, s'ils sont sur l'île, ben, les figuiers vont grimper en hauteur, vont faire des arbres ou alors développer des quantités astronomiques d'épines pour lutter contre ces dévastateurs, ces prédateurs de bonnes raquettes juteuses de figuier de Barbarie, là, qu'on voit en fleurs avec ces belles fleurs jaunes qui sont butinées par les. Alors, il y a des animaux, enfin des insectes qu'on connaît aussi chez nous. Il y a la fameuse xylocope, l'abeille charpentière, le gros insecte comme un bourdon bleuté qu'on a très communément chez nous, qui existe aussi là-bas, hein, qui a passé au-dessus des eaux, qui est arrivé là-bas et qui butine ces fameux figuiers de Barbarie. Merci Alain. Alors, il y a quelques questions qui sont revenues. Il y a un aspect un petit peu technique. Est-ce que tu peux dire un mot sur les éventuelles vaccinations particulières ou est-ce qu'il y a des traitements, fièvre jaune, paludisme, etc. Non, on a besoin de rien du tout. Donc, C'est c'est bien. facile. On avait besoin de tout un protocole Covid il y a 2 ans et l'an dernier. Bon, ça s'est bien simplifié depuis. On circule sans problème. Voilà, depuis quelques mois. Ouais, c'est une bonne chose. En effet, les protocoles Covid sont largement allégés sur globalement toutes les destinations maintenant. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était quand même des protocoles qui étaient malheureusement encore assez lourds. Tu as parlé un petit peu de la journée type. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dessus, parce que ça a été posé comme question, revenir un petit peu, enfin, grosso modo, sur la journée, comment s'articule la journée sur Donc, l'après-midi? classiquement, petit déjeuner le matin à 8 heures. Et puis, assez rapidement, enfin, ça dépend de la destination, mais on part entre 8 et 9 heures à explorer un site, un sentier sur une île. Donc là, c'est très encadré. Il n'y a que 2 ou 3 bateaux sur chaque point de débarquement, hein. C'est très réglementé puisqu'on est dans un parc national. Et puis, donc, on part sous l'autorité du guide des Galapagos, qui est quelqu'un de très compétent dans tous les domaines, géologie, faune flore, éventuellement les étoiles la nuit. Voilà. Et puis, donc, quand on revient de la balade, donc, une demi-heure, il y a un temps de repos, puis une demi-heure après, on part avec, donc, il y a deux petits zodiacs, hein, ce qu'ils appellent des pangas en espagnol, 2 zodiacs qui nous emmènent sur un site de nage, plongée, masque et tuba. Donc, en fait, bon, il faut pas avoir des compétences extraordinaires en nage et en plongée, hein. Il suffit de rester à la surface de l'eau avec un masque sur la figure pour observer. On est, comme j'ai l'habitude de dire, dans un aquarium tropical avec, on voit une trentaine d'espèces différentes de poissons multicolores. On voit des raies, on voit des requins de récifs, les manchots, j'en ai parlé, les otaries qui viennent nous voir. Voilà, bon, les fonds sont pas des fonds coralliens spectaculaires comme les Maldives, la Grande Barrière de Corail australienne. Euh, c'est c'est assez pauvre, entre guillemets, c'est riche au niveau de la faune piscicole
mammifères et oiseaux qui pêchent dans ces eaux. On croise aussi des cormorans qui sont une espèce, qui sont des véritables torpilles. C'est une espèce des Galapagos qui est arrivée là et puis qui, n'ayant pas de prédateurs terrestres, elle a gardé les ailes, mais elle a perdu l'usage des ailes pour voler. Donc, ils sont devenus tout gros, tout rondouillards. Et puis, c'est devenu, enfin, les pattes très à l'arrière du corps, c'est des véritables torpilles pour chasser les poissons. Donc, de temps en temps, on les voit passer sous nos yeux. Et puis, donc, on revient à bord. Alors, à chaque retour à bord, il y a un petit cocktail de jus de fruits pour désaltérer tout le monde avec des petits encas, empanadas, pizza, etc. Et puis, donc, on ne meurt pas de faim, comme habituellement sur les bateaux. Et puis, déjeuner à midi, sieste assez plus ou moins obligatoire compte tenu de la chaleur. Les cabines, évidemment, sont climatisées. Et puis en haut, sur le pont Solarium, bah, vous avez les alizés qui vous rafraîchissent, ça c'est très bien. Et puis l'après-midi, donc deuxième moitié d'après-midi, donc c'est nage, masque et tuba. Et puis balade à terre sur un nouveau site. Et puis le soir, ben, dîner à 19h. Et puis récapitulatif à ce moment-là de la journée, du voyage précédent, une éventuelle causerie avec votre guide de grands espaces. Et puis voilà. Merci Alain pour ces réponses. Alors, on a d'autres questions. Euh, Tu as parlé un petit peu des températures. Est-ce que tu as une idée des températures sur le mois de juillet, alors notamment à Quito, qui sont beaucoup plus fraîches en temps normal? Et voilà, est-ce qu'on peut du coup les températures un peu de l'eau, comment ça se passe à ce moment? Oui, alors Quito, c'est en altitude. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, l'altitude exacte, mais c'est à plus de 1000 mètres. Donc, c'est relativement tempéré. Bon, il fait chaud parce que en plein midi, vous êtes sous le soleil de l'équateur. Donc, on sent que c'est du soleil très efficace, bah, comme il le devient de plus en plus chez nous, malheureusement. Mais ça reste, voilà, autour de 25 degrés. Voilà, c'est très supportable. Et puis après, sur place, donc c'est chaud en milieu de journée. Et puis en l'absence de vent de nuages. Mais bon, ça reste quand même supportable. Bon, c'est quand même dans des températures de 30-35 degrés en milieu de journée. Bon, à bord, vous avez de la climatisation dans chaque cabine. Donc c'est à vous de régler, bon, en étant prudent, hein, parce que il faut faire attention à ne pas descendre trop là, dans les températures. Bon, c'est le problème des climatisations. Et, voilà, mais c'est parfaitement supportable globalement. Et puis souvent, il y a du vent. Il peut y avoir aussi des pluies qui rafraîchissent, hein, des pluies d'orage équatoriaux qui peuvent être assez impressionnants par les quantités d'eau qui tombent. Bon, ça, c'est très variable d'une année sur l'autre, hein. Je crois que j'ai pas vu une année identique depuis 10 ans au niveau des précipitations. Mais ça n'a jamais été un problème. Là, ça l'a été pour le dernier jour cette année. Et puis, bah, c'était très bien. On n'a pas fait le débarquement sur la plage. Et puis, on est parti un peu plus vite. Et puis, il y a une grande bande de dauphins qui est venue nous rejoindre. Donc, voilà, c'était parfait. Tout à fait parfait. Alors, je rebondis un tout petit peu sur les températures. Il y a pas mal de questions, notamment sur les voyages de juillet. C'est vrai qu'en juillet, c'est un peu plus frais. Alors, Quito, c'est vrai que c'est assez haute altitude. Donc, le matin, il peut faire très frais. Enfin, c'est plutôt les 8-9 degrés le matin, mais la température monte pas mal la journée. Et l'eau en été, alors on est sur des eaux assez fraîches, hein, je crois, enfin en juillet pour nous. Et c'est pour ça que généralement, on a des petites combinaisons ou shorties pour tenir Voilà, un peu oui. chaud. Et puis même au mois d'avril où les eaux sont censées être plus chaudes, donc c'est très variable en fonction de la position dans laquelle on est dans l'archipel. Quand on est dans la partie est de l'archipel, donc loin des remontées d'eau froide du Pacifique, du large, du Pacifique au large, et puis des fosses marines qui sont à 3000 mètres, et ça remonte de ces fosses. Donc sur la côte ouest, c'est globalement plus frais, et puis à l'intérieur de l'archipel, c'est plus chaud. Mais effectivement, pour les frileux, les combinaisons sont fournies à bord.
Donc, ce qui est fourni aussi, c'est masque et tuba. Donc, c'est pas utile de se charger de ça dans les valises. Alors, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec le masque. Donc, il y a le fameux masque Decathlon, publicité gratuite, qui enserre complètement le visage, donc qui permet de respirer avec le nez dans le masque. Et apparemment, les gens qui ont pris cette formule en sont très contents. Un peu de publicité pour un organisme non concurrent dans l'espace. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai essayé ce masque, c'est assez agréable. Alors, juste attention quand on est barbu, Oui, c'est pas ça peut idéal. faire rentrer un peu d'eau, mais ouais, non, c'est un masque C'est parfait pour les barbes. qui permet en termes de vision aussi, qui est vraiment agréable parce qu'on n'a Ouais. pas du tout obstrué. Celui-ci n'est pas à bord, par contre. Si on veut un Oui, peu oui, se l'assurer, il faut c'est aux passagers de se le fournir et de l'amener dans leur valise. Voilà, mais après, donc, comme l'a dit Alain, en effet, les masques et tubas sont fournis à bord, ainsi que les shorties ou petites combinaisons légères qui permettent de passer un peu plus de temps dans l'eau. Il y a deux petites questions un petit peu techniques. Alors, quid en cas en cas de problème médical, donc d'évacuation, alors on n'est pas très loin de Quito en avion, enfin, on arrive en avion au Galapagos, et du coup, en cas d'évacuation médicale, ça se passera directement par là. Est-ce que tu as quelque chose à dire particulier par rapport à ça? Après, il y a des établissements hospitaliers sur deux îles, Puerto Baquerizo Moreno, donc dans le sud-est de l'île d'où on repart avec l'avion, donc qui est la capitale administrative de l'archipel, et puis sur l'île Puerto Ayora, là, sur l'île centrale de Santa Cruz, donc là aussi il y a un hôpital. Donc, en cas de problème sanitaire, voilà, il y a moyen de régler des urgences. Ok, très bien. C'est un petit peu comme nos destinations. Alors, nos destinations polaires, on va dans des endroits souvent très, très, très éloignés. Généralement, en cas d'urgence médicale, les évacuations sont parfois peuvent être complexes. Alors, il y a beaucoup d'entraînement et de procédures par rapport à cela. Mais on a toujours des moyens d'évacuation qui sont plus ou moins rapides. Au Galapagos, comme l'a dit Alain, il y a la chance d'avoir des hôpitaux et des possibilités d'évacuation aussi vers l'équateur. Donc, voilà, c'est pas. On n'est pas dans les régions extrêmement reculées comme on peut l'être dans certains de nos voyages, que ce soit parfois au cœur de l'Amazonie ou au cœur de l'Arctique, voire en Antarctique, où les possibilités d'évacuation sont souvent, enfin, peuvent être beaucoup plus complexes. On a une question sur la faune. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire et que j'ai oublié de préciser, c'est que ce sont pas c'est des îles du bout du monde, mais qui sont habitées. Il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui vivent là-bas, bon, dans le tour, qui vivent du tourisme, de la pêche, de l'agriculture. Voilà, donc Puerto Ayora, par exemple, c'est une ville, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil, enfin, il y a plusieurs établissements urbains sur ces îles. Hein. Voilà, donc c'est pourquoi il y a aussi de la prestation sanitaire, médicale sur ces îles. Voilà. Oui, Merci donc, beaucoup. Alors, il y avait une petite question sur la faune qui était est-ce que la faune ou certains animaux peuvent avoir des comportements agressifs? Et une question du coup liée qui va être est-ce qu'il y a des requins dangereux qu'on peut croiser lors de ce voyage? Pardon, je vais y arriver. alors, c'est pas un endroit qui est connu pour les requins dangereux. Il y a un requin de récif dit à pointe blanche, donc qui dort le jour sur le fond et puis qui de temps en temps circule. Bon, c'est des animaux qui chassent la nuit. Et, donc, il y a pas, a priori, de problème avec certaines espèces de requins. Euh, voilà, en voilà un, par exemple, de requin en pointe blanche, qui est typique de ces récifs. Il y a aussi le requin marteau, bon, qui est très difficile à voir. Bon, il est connu d'une île tout à fait dans le nord qu'on ne visite pas dans ce périple-là. Voilà, puis c'est plus réservé pour des groupes spécifiquement de plongeurs en bouteille.
Mais il m'est arrivé de voir du requin marteau, de la raie manta, voilà, parmi les grosses bêtes qui fréquentent ces eaux. Merci Alain pour cette réponse. En effet, en général, enfin, bon, on n'est pas sur les territoires comme de l'ours polaire. Alors même si l'ours polaire n'est pas forcément agressif, mais il peut y avoir des problèmes s'il s'approche de nous ou d'autres ours qu'on peut croiser dans certaines régions du monde. Mais c'est vrai que non, dans ce genre de lieu, même en Amazonie, par exemple, dont on parlera dans un autre webinaire, il y a des espèces qui peuvent, enfin voilà, qu'on ne va pas aller s'approcher ou embêter. Mais bon, il y a peu d'espèces qui nous sautent à la gorge en général. Voilà. Il y a une petite question technique aussi encore une fois sur l'équipement. Pour un enfant de 10 ans, est-ce que l'équipement sera fourni enfin, l'équipement fourni sera-t-il adapté ou est-ce qu'il faut venir éventuellement avec? Est-ce que tu sais De mémoire, je crois qu'ils ont oui, des masques et des palmes de petite taille. Bon, après, ça peut être prudent de s'équiper avant de partir pour être sûr d'avoir du matériel adapté à un enfant. Alors, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que pour cette question, je vais noter votre nom et puis on vous fera un petit email ou alors n'hésitez pas à contacter le bureau. On va contacter aussi l'armateur pour avoir la réponse. Il faut que je regarde parce que de mémoire, je n'ai pas non plus la réponse. Mais on va regarder ça dans tous les cas. Donc peut-être que ça vous donnera, enfin, dans la semaine, ou n'hésitez pas à contacter après la personne que vous avez l'habitude d'avoir au bureau. Je n'ai plus trop de questions pour le moment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alain, sur le voyage? On a parlé du bateau, du guide des équipes, peut-être un petit peu sur le périple, enfin, les avions pour y aller, le temps de voyage dans Alors, le périple, donc, on part de Paris, on monte à Amsterdam, prendre le vol transatlantique, donc qui nous fait passer au-dessus des Antilles. Bon, c'est toujours les Açores, là, au mois de mars, donc on est passé aux Açores, donc j'ai revu le Pico, le point culminant du Portugal, hein. C'est toujours une leçon de géographie extraordinaire de traverser une partie de la planète. On arrive donc sur l'arc des Antilles avec les îles flottantes des Sargasses. Après, on passe au-dessus du Venezuela, on passe au-dessus de la Colombie, et puis on arrive donc au-dessus de l'équateur à Quito. L'aéroport donc a été décalé, il était à l'intérieur de la capitale, donc il a été mis à une soixantaine de kilomètres pour des questions de sécurité. Voilà. Après, donc, on est accueilli par une guide un ou une guide francophone à Quito qui va nous accompagner pendant tout le séjour à Quito. Donc, soit visite de la ville, donc, qui est une ville coloniale très intéressante avec les fameuses églises baroques, des musées d'art précolombiens aussi avec des pièces magnifiques. Et puis, alors ça, soit on visite Quito, soit il y a une visite du volcan Cotopaxi ce jour-là. Donc, ça fait un jour entier consacré à une partie de l'équateur continental. Et puis, le lendemain matin, donc, on retrouve le ou la guide qui nous accompagne jusqu'à l'aéroport. Donc, on part assez tôt, hein. Faut y être à 7 heures du matin pour régler des histoires administratives de droit d'entrée au parc que moi-même suis chargé de régler. Et puis, donc, on fait un vol de 2 ou 3 heures qui fait escale donc à Guayaquil. On descend sur le sud de l'Équateur. Guayaquil, c'est la deuxième grande ville côtière sur la côte, alors que Quito est à l'intérieur des cordillères andines. Donc Guayaquil, et puis de Guayaquil, donc dernière étape vers les Galapagos, où on arrive en milieu de journée, début d'après-midi. Donc là, il y a les gens du bateau, le guide des Galapagos qui nous attendent avec des marins, qui prennent en charge les bagages parce qu'il y a un transfert à faire.
On arrive sur une petite île qui était une ancienne base militaire américaine pendant la dernière guerre où les Galapagos étaient d'un grand intérêt stratégique dans le Pacifique. Et donc, il ne reste plus que la piste d'avion et puis les bâtiments de l'aéroport. Donc là, on prend un bus, on descend un traversier parce que l'île est séparée par un chenal de la grande île Santa Cruz. On monte sur un bus et le bus nous amène de l'autre côté de l'île. On arrive sur le nord de Santa Cruz, on traverse toute l'île. Donc c'est intéressant parce qu'on monte quasiment au sommet de l'île. Donc on voit les différents étages de végétation en fonction de la pluviométrie sur l'île, depuis les quasi déserts secs. Enfin, c'est pas des déserts, c'est un maquis épineux au bord de la côte où il pleut moins jusqu'au sommet où là, il y a des pluies journalières qui arrosent des espèces une forêt à senson arborescent. Et puis on redescend donc sur Puerto Ayora, qui est la grande ville, en traversant avant la ville, donc des zones cultivées où il y a des fermes qui font l'élevage de vaches laitières, qui font des légumes et qui, pour certaines, se sont lancées dans le tourisme, qui accueille du tourisme et ça permet de voir des sites fréquentés par les tortues terrestres géantes qui viennent se nourrir dans les prairies avec les vaches. Voilà. Et puis, retour, en principe, au retour, on part de la capitale administrative, Puerto Baquerizo Moreno, et puis on va jusqu'à Guayaquil. On ne remonte pas à Quito, et c'est de Guayaquil qu'on rentre sur Amsterdam. Donc là, c'est le vol qui fait de mémoire 17 heures. C'est un vol assez long compte tenu du trajet à effectuer. Merci Et là, Alain. on est de nuit, donc c'est moins intéressant pour les géographes. On voit d'ici, on voit des lumières. Merci Alain. Une petite question un peu technique, alors c'est encore sur la plongée. Est-ce qu'il faut être un bon nageur pour pouvoir faire ces plongées de snorkeling? Non, je dirais pas qu'il faille être bon nageur, mais il faut quand même avoir une pratique minimum parce que c'est quand même la moitié de l'intérêt de ce voyage, l'activité dans l'eau. Donc c'est vrai que j'ai eu quelques passagers qui étaient pas du tout aquatiques et voilà, c'est un petit peu dommage pour eux de pas se mettre à l'eau dans ce voyage. C'est quand même une partie importante de l'activité dans ce voyage. Bon, il y a des gens qui ont profité que de la partie terrestre et qui étaient contents aussi, mais à mon sens, c'est vraiment dommage de pas se mettre à l'eau, même enfin, à moins d'être vraiment phobique des activités aquatiques. C'est vraiment quelque chose d'une grande richesse, les poissons et puis tout le reste, les otaries là qu'on voit sur la photo mise en partage par Mathieu. Merci Alain. Sur les vols, je vois une autre petite question sur les vols, mais bien sûr, vous recevrez de toute façon, alors si c'est pas, enfin, ça l'est déjà le cas, vous devez avoir votre plan de vol déjà pour le voyage qui est fourni par le bureau de grands espaces. Et puis, alors, une petite question juste sur la navigation. Est-ce qu'en termes de mer, le bateau, alors c'est un catamaran, c'est un peu plus stable, est-ce que comment on est à bord? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on peut avoir du mauvais temps pendant ces périodes de voyage? Alors, mauvais temps, personnellement, moi, je n'en ai jamais connu. Ça peut bouger un petit peu. Euh, alors, bon, moi, je suis assez gêné pour parler de ça parce que moi, je suis moyennement sensible au mal de mer et des gens qui sont hypersensibles, donc qui trouveront toujours que ça bouge trop. Ça reste un catamaran, c'est pas des mers très agitées. Bon, il y a un moment ou l'autre, il peut y avoir de la houle, il peut y avoir un peu de vent entre deux îles, mais ça reste de la petite mer, on va dire, hein, en termes de marins. Donc, c'est tout à fait globalement supportable, hein. Après, il y a des très bonnes médecines type Sturgeon vendues en Suisse qui peuvent régler le problème pour les gens moyennement ou voire fortement sensibles au mal de mer.
Merci Alain pour cette réponse. Je ne vois pas d'autres questions sur la destination. Est-ce que tu vois d'autres choses à partager un petit peu? On a parlé de température, les moustiques, il y en a. Pareil dessus. Il y en a pas vraiment. Il y a des insectes, des petits. Aussi, ah oui, il doit y avoir un peu de moustiques, c'est de mémoire. Mais comme là aussi, j'ai une tolérance supérieure à la moyenne, ça me dérange pas. Mais bon, voilà. Donc, il faut prévoir les crèmes anti-moustiques, mais c'est pas un gros problème comme ça peut l'être dans certaines régions du monde, Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. D'accord, merci Alain pour ta réponse. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions sur cette destination? Alors sachez que il nous reste encore quelques places sur notre voyage 2023, donc qui partira au mois de juillet de cette année. Je vous mets le lien dans le chat si les quelques explications d'Alain vous ont donné envie d'aller partir à la découverte de cet archipel, avec vraiment qu'il y a des paysages tout à fait aussi incroyables et une faune tout à fait euh, spécifique, enfin très particulière. Donc, on a quelques places cette année pour le voyage. Vous avez aussi, donc c'est un voyage qu'on fait chaque année, et donc on a aussi des places pour l'année prochaine. Mais il nous reste des places en dernière minute pour le départ de cette année. Le départ est au mois de juillet. C'est un départ le 6 juillet donc 2023. On peut partager quelques photos. Je vais partager quelques photos et puis je te laisse commenter, Alain, D'accord. si tu le souhaites. C'est juste quelques photos de paysages parce que c'est des paysages qui sont assez uniques. Alors, c'est pas tous les mêmes, bien sûr, ça dépend de chaque île, mais c'est typiquement hop, le type de paysage. Voilà, donc ça, c'est à Bartholomé, donc là, dans la partie centrale de l'archipel. Donc, des épanchements de laves, ce qu'on appelle des laves cordées, euh, donc qui donnent des formes complètement extraordinaires. Enfin, moi, je sais qu'au niveau photographie, c'est toujours un régal avec ces formes de chevelure, voilà, qui font penser à la déesse Pelée, hein, qui est les laves Pawe, ou Ha'a, selon les différents types. C'est toute la nomenclature qui est originaire des îles Hawaï, où il y a les mêmes types de coulées en français. Donc, c'est ce qu'on appelle des laves cordées, qui prennent des formes toujours absolument d'une esthétique fabuleuse. Quelques coraux. Hop. Je te partage ça une seconde. Et ça donne une idée de ce qu'était la fluidité de ce qui est devenu une roche. C'est toujours impressionnant, quoi. Ces formes de volcanisme où ça sort à plus de 1000 degrés, c'est liquide, c'est comme de l'eau qui court sur la surface, qui noie tout ce qu'il y avait existant, là, le maquis à Palo Santo, là, l'arbre qui fait la végétation des bords de côte. Vous allez retrouver fossilisé, là, comme les gens à Pompéi, cette, cet épanchement de lave, et puis toutes ces formes de la, de la lave qui s'est figée avec des tunnels de lave, donc là, une croûte qui se forme, et puis la lave liquide qui coule à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on visite aussi sur le dernier jour sur une ferme où il y a des tortues géantes, et également sur le site de la ferme, ces coulées de lave qui sont dans des véritables grottes comme chez nous dans un pays calcaire. Là, c'est un débarquement avec ces fameux zodiacs, les pangolins, depuis le bateau qu'on voit tout au fond sur cette zone de coulée de lave. Donc, vous imaginez les iguanes terrestres qui ont débarqué un jour sur ces îles il y a quelques millions d'années, qui se sont dit, bon, on fait comment? À marée basse, il y avait des algues, donc on va aller brouter des algues. Merci Alain. Il y a deux petites questions par rapport à la photographie.
Est-ce qu'il faut un objectif particulier pour la photo? Je vais répondre rapidement. Après, Alain, si tu veux intervenir, n'hésite pas. De manière générale, de toute façon, quand on veut faire la photographie paysage, donc c'est bien d'avoir éventuellement un grand angle enfin, qui permet vraiment d'avoir un plan assez large. Et puis pour la photographie animalière, un téléobjectif est toujours intéressant. Donc minimum, on va dire 200-250 mm. Après, on va pouvoir monter, puis on va pouvoir faire des photos proches. Enfin, vraiment en macro, donc avec des gros plans. La difficulté, bien sûr, c'est que plus on va prendre un téléobjectif important, plus ça va prendre de la place. Donc voilà, je dirais que minimum un 250-300 mm pour la photographie animalière, et puis après, on va dire un 50 mm pour, enfin, 18 ou 24 mm du paysage. Et pour les photos sous-marines, si on met son iPhone dans un caisson, est-il recommandé? Généralement, oui, parce que les smartphones, même, enfin, que ce soit aussi l'iPhone, disent un petit peu étanches, mais si on veut bien protéger, il faut les mettre dans des caissons étanches. Vous avez des petites caméras type GoPro ou Instant 360, mais il faut toujours les mettre dans des caissons, parce que dès qu'on va plonger avec la pression, dès qu'on plonge à quelques mètres de profondeur, même avec la pression, il peut y avoir un peu d'eau qui va rentrer. Généralement, c'est des caméras qui ont une étanchéité juste quand on va les mettre légèrement sous l'eau. Par contre, dès qu'on va plonger un petit peu, ça peut rentrer. Donc voilà, je recommande fortement les petits caissons si on veut faire de la photographie sous-marine. Pour rebondir sur ce que vient de dire, et puis pour paraphraser Philippe Hirsch, un de nos photographes là, qui vient accompagner certains de nos voyages en Arctique, c'est pas l'appareil photo, hein, c'est le photographe qui fait la photo, et que tout le monde peut faire d'excellentes photos avec n'importe quel, en particulier les téléphones maintenant. L'an dernier, j'ai eu quelqu'un qui avait le dernier cri de je ne sais plus quel iPhone, voilà, qui avait une définition d'image dans un petit boîtier. Enfin, c'est pas un boîtier, c'est un sac plastique étanche spécial. Il a fait à la fois des images et puis surtout des morceaux filmés d'otaries sous l'eau qui étaient absolument fantastiques. Moi, personnellement, j'utilise un bridge, donc avec qui va du grand angle au téléobjectif, qui ne pèse rien. Voilà, je me contente de ça pour faire plein de photos là-bas. Bon, les conditions d'observation des animaux sont absolument excellentes, puisque la plupart des animaux, on les voit à quelques mètres, hein. Donc, après, il faut trouver le bon angle, la bonne attitude des tas d'iguanes les uns sur les autres. Voilà, après, c'est vraiment l'œil du photographe qui va faire la différence, et pas tant le matériel. Ouais, c'est vrai que c'est tout. Enfin, l'œil du photographe, pardon, est toujours important. Et c'est vrai que on est sur une destination où on a l'avantage de pouvoir être extrêmement proche de la faune. Et donc, ça permet de ne pas avoir forcément besoin de gros téléobjectifs. Il y a plein de boîtiers pour celles et ceux qui sont intéressés par cela. Il y a beaucoup d'appareils photo compacts qui font du 50 jusqu'à 600 mm. Qui permettent d'être facilement transportables et de faire de très très bonnes photos. Donc voilà. Je vois plus de questions, donc on va conclure petit à petit cette web conférence sur les îles Galapagos. En tout cas, n'hésitez pas après à nous contacter notre bureau pour poser éventuellement d'autres questions, avoir plus d'informations sur l'organisation du voyage dans cette destination. C'est une destination qu'on a chaque année. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a quelques places encore cette année et ainsi que l'année prochaine. Certains de nos voyages sont accompagné donc, par Alain. Et le prochain voyage donc, de juillet sera accompagné par Xavier Allard, que certaines d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il guide depuis de nombreuses années chez nous. Et voilà, donc toujours avec une passion, bien sûr, pour la nature et pour cette faune et pour partager ses connaissances dans ces régions. Donc, sur ces mots, je vais clôturer ce webinaire. Vous recevrez un lien à la fin, quand on clôturera, vous recevrez un lien sur votre adresse email pour assister au replay si vous le souhaitez. Et voilà, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous recontacter après si vous avez des questions supplémentaires. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre présence ce soir avec nous.
On a d'autres webinaires qui arrivent, donc un sur l'Amazonie dans quelques jours, dans 2 jours, et puis d'autres webinaires aussi sur les régions polaires, le Spitzberg, le Groenland, l'Antarctique, la Norvège aussi, les fjords de Norvège. Donc voilà, c'est des formats qu'on va multiplier afin de pouvoir vous raconter toujours plus ces destinations, nos programmes aussi, et puis aussi de temps en temps des programmes de webinaires, de webconférences un peu plus étoffés aussi avec nos guides, nos scientifiques aussi qui viendront vous raconter des sujets spécifiques. Donc merci à tous et à tous de votre présence. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous ce soir, et puis on vous souhaite une excellente soirée. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Bonne soirée.